Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec une invitée qui est Hélène Vecchiali, que tu connais peut-être parce qu'elle est entre autres auteure de plusieurs livres, dont Un zèbre sur le divan, paru aux éditions Albin Michel en 2022. Hélène est également coach de dirigeants. Et je l'ai questionnée sur son parcours de femme, son parcours professionnel, et elle va répondre à toute une série de questions en lien effectivement avec la façon dont elle voit la force d'être une femme, comment effectivement elle s'est assumée dans son parcours professionnel et comment elle a contourné le doute et entre autres comment elle a utilisé toute une série de ces intensités dont on reparlera au Congrès d'Ouance 2023 d'ailleurs, je t'en reparle pendant l'interview et elle nous explique comment effectivement ces intensités sont au service de sa réussite professionnelle et personnelle en tant que femme. On retrouve Hélène tout de suite. Alors Hélène, j'ai envie de te poser une première question en lien avec la Sacré Nana. Quand tu dis Sacré Nana, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Eh bien, une personne pétillante, vive, audacieuse. Voilà, c'est ça. Et en quoi toi, au niveau professionnel par exemple, tu te retrouves dans la Sacré Nana? Eh bien, je pense que j'ai commencé mon parcours professionnel où donc après mes études, j'avais 22, 23 ans. Et on m'a proposé un poste dans une boîte, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient sollicitées. Et à la fin de différentes discussions, j'ai été choisie et le directeur de la boîte me dit ah ben voilà, vous êtes choisie, ah, ben c'est super, vous allez être salarié à temps plein, machin, etc. C'est CDI, enfin. Et voilà, mais je vous préviens, c'est moi qui recevrai d'abord les premières personnes, et puis après vous, mais c'est moi qui ferai ça d'abord, après je vous passerai. Et je lui dis non, c'est moi qui reçois le premier, et puis ou après, je serai morte de trouille parce que je démarre, mais c'est non, quoi. Enfin, mademoiselle, ça va pas se passer comme ça, etc. C'est important que ça. À la fin, j'ai dit, mais je reste pas, je prends pas le poste. Enfin, c'est vous qu'on a choisi et je suis partie et j'ai mis ma plaque et je me suis installée en libéral. Voilà comment j'ai commencé ma vie professionnelle en me disant, mais on va pas m'imposer des trucs, quoi. C'est moi qui fais. Et voilà. Et je me suis retrouvée aujourd'hui, j'en suis à mon 4e métier. Et j'ai changé de métier et j'étais en libéral et j'ai mis des plaques à droite, à gauche et à chaque fois, 100% des gens qui étaient dans mon environnement me disaient, mais t'es folle, tu vas pas faire ça. Mais psychanalyste, il n'y a personne psychanalyse, personne ne marche en psychanalyse. C'est très long, c'est très difficile. Un mois après, j'étais débordée. Coach, je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. 3 mois après, j'étais débordée. Et je suis pas en train de dire que je suis plus brillante, plus forte, plus intelligente que quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, c'est pas du tout ce que je dis. J'ai une immense humilité. Je dis juste que j'étais déterminée, j'avais de l'audace, j'étais morte de peur, mais je savais que je voulais faire ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais et comme je voulais. Et qu'il n'était pas question que quiconque vienne m'imposer quelque chose
et m'oblige à rester dans des rails et à faire toujours la même chose. Mhm. Mais donc, tu sais ça depuis très longtemps, puisque ce que j'entends, ta première expérience professionnelle, tu avais 23 ans, c'est ça? Ouais. Mhm. Mhm. Et cette, alors, j'entends, il y a cette audace, mais j'entends aussi une forme de foi, d'alignement. Je sais pas comment tu as envie, toi, d'appeler ça. D'où Oui, ça vient? une espèce de confiance en moi que j'ignorais. Mhm. J'ignorais que j'avais cette force, mais j'y suis allée, quoi. Mhm. Et tu as une idée de comment ça a pu se construire, si c'est OK pour toi d'aller Ben, là? écoute, j'ai été élevée dans une famille où il y avait une égalité, c'est-à-dire Mhm. que j'avais un frère et une sœur, j'ai toujours un frère et une sœur, mais on a été élevés de la même façon, c'est-à-dire il n'y avait pas les filles, les garçons, etc. Et puis surtout, notre mère qui travaillait, alors que mon père était général et que normalement les femmes de général ne travaillent pas, s'occupent des bonnes heures, etc. Ma mère était directrice d'école, elle n'a jamais voulu arrêter de travailler et elle nous a toujours dit à nous, ces deux filles, faut que vous ayez un métier, il faut Mhm. travailler. C'est-à-dire il est hors de question que vous soyez femme au foyer, que vous dépendiez d'un homme. Elle était très féministe vraiment pour son époque, hein. Donc c'était cette nécessité enfin pour moi c'était évident que j'allais travailler. Mhm. En revanche, mon père et ma mère étaient fonctionnaires et moi j'ai le souvenir de m'être dit je veux pas faire le même métier toute ma vie et je veux pas être fonctionnaire quoi. Je veux pas qu'il y ait un chef au-dessus de moi. Bon, sans doute aussi parce que j'avais un père général qui m'avait fait faire 18 ans de service militaire à la maison. Donc en sortant, j'ai dit, moi la liberté, Je peux comprendre. Mhm. Mhm. jamais on me donnera des ordres. Donc voilà, sans doute ce qui a présidé à cette confiance, mais qui était avec plein de doutes, hein, bien sûr. Oui, mais ça fait partie du trajet, du chemin, je pense, les doutes. Hein. Parfois, les gens ont l'impression que quand tu réussis, moi je vois de la notoriété, etc., qu'il n'y a pas de doute. Ben si, moi, il y en a tous les jours. Et il s'est passé la même chose pour mes livres. Là, je suis en train d'écrire mon 7e et mon 8e livre. Moi, j'ai jamais voulu écrire, hein. J'ai toujours adoré l'écriture, hein, à la fac, les mémoires, etc. J'ai toujours aimé ça. Mais il se trouve qu'un jour, je parle avec une amie, des hommes, des femmes, etc. Elle me dit, mais c'est génial, tu devrais écrire. Je dis, écoute, ils sortent 1000 livres par an, je vais pas rajouter un 1001e. Non, 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 écris-moi une introduction, un plan, on va le proposer à un éditeur. Bon, d'accord, on propose un éditeur, l'éditeur dit oui, je dis, ah, ben, c'est super. Elle me dit, non, non, on propose à 2 autres. Elle me suis retrouvée avec 3 contrats. En Oh me là disant, là. et puis, une fois que j'ai fini mon premier livre, mon éditeur me dit, bon, alors, etc. Je dis, ah non, moi, j'ai tout dit, hein. J'ai plus rien à dire, hein. Il dit, on en reparlera. Et puis, ça s'est reparti. Et il faut là aussi, enfin, être vraiment inconsciente et avoir beaucoup d'audace et de confiance pour se dire, tiens, je vais écrire un livre. Parce que une fois qu'on a l'idée, faut remplir les pages après. Oui, je confirme. Et donc après, je me suis retrouvée, et là, je me retrouve en plus à écrire 2 livres en même temps, la première fois de ma vie que ça m'arrive, parce que j'ai proposé 2 sujets à 2 maisons d'édition différentes, en disant, ben, il y en a bien un qui marchera, et les 2 ont accepté. J'ai dit, attendez, les gars, là, moi, j'en ai déjà un. Eh ben, on publiera l'autre 6 mois après, mais on veut... Et je me suis lancée, convaincue que j'allais y arriver. Et j'ai des moments de doute, puis il y a des moments où je me dis, bon, mais c'est génial, tu y arrives. Et moralité, le premier, au bout de 3 mois, je l'ai terminé, alors que d'habitude, je mets 8 mois. Alors je l'ai envoyé à lire à des amis en me disant, sans rien leur dire, en me disant, ils vont me dire, mon Dieu, c'est catastrophique. Puis apparemment, ça a l'air de convenir. Donc je crois que plus on se met de challenge, plus on y croit, même si on a des doutes, et puis on y arrive. Et quel est ce point de bascule entre, parce que j'entends le doute, hein, le doute qui peut nous freiner, puis j'entends aussi le challenge. Comment, à quel moment se trouve la bascule? Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes vers plutôt le défi et que tu ne restes pas dans le doute? Parce que c'est toujours le défi qui l'emporte. Hmm. Et puis parce que j'ai appris à avoir confiance dans mon intelligence. Alors c'est difficile à dire, hein, je ne le dis pas à n'importe qui, hein. C'est difficile à dire parce qu'on peut penser que tu es prétentieuse et tout ça, pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas plus humble que moi, hein. Mais juste, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me met un challenge, qu'à chaque fois
que j'ai un défi à relever, etc. Alors qu'ils sont dans mes compétences. Hein. Si tu me demandes de démontrer le théorème d'Euclide, je peux dire, j'essaye même pas. On est d'accord. Enfin, on est d'accord. Pas pour toi, mais moi, ça serait le cas en tout cas. Même si j'ai toujours été très forte en maths et très forte en français. Donc, mais non. En revanche, je sens, voilà. En fait, je fais confiance à mon intuition. Je sens que je vais y arriver. C'est-à-dire que quand on m'a proposé, par exemple, ce challenge qui est énormissime, écrire 2 livres en même temps, il faut juste, a priori, être complètement folle. Mais quand on m'a proposé, on m'a dit, voilà, mais ils paraîtront à 6 mois d'écart, donc tu vas pouvoir jongler un peu, etc. J'ai dit, OK. J'ai dit, OK. Et puis après, je me suis dit, est-ce que tu vas y arriver? Et puis en fait, je me rends compte que j'y arrive. Et alors, j'ai des moments de doute, mais je me dis, le doute, il sert à rien. Là, t'es parti. Ou pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est ça. Tu les as pas écrits. Qu'est-ce qu'elles vont te faire? Elles vont pas te couper la gorge, elles vont pas te couper les bras. C'est 2 éditrices différentes. Eh ben, ou tu reportes le truc, ou tu leur rends leur avaloir, et puis on s'en fiche bien pas mal, que c'est pas le sujet. Voilà. Et puis, le doute, il est intéressant que si ça peut permettre de progresser ou de faire un choix ou de. Là, ça y est, c'est signé les contrats. Donc, il n'y a plus la place au doute. Et puis, quand j'ai des moments de doute, je me dis, ben, c'est ça va, t'es pas complètement folle, tu te rends compte qu'il y a un truc énorme à faire. Bon, ben, écoute, voilà. À ce moment-là, j'arrête d'écrire, je vais marcher, je vais regarder un film, je vais faire des bisous à mes petits-enfants, je reviens et hop, c'est parti. Ouais. Alors, ce que j'aime aussi dans ce que tu partages, et merci pour ces éléments, tu parles d'intuition et l'intuition, on va le retrouver dans l'interview que tu donneras au Congrès Douance 2023. Tu y parles d'intensité. Et donc, il y a une intensité en lien avec l'intuition. Est-ce qu'on peut repérer dans ton parcours et justement dans tes défis que tu mets en place, d'autres intensités qui sont nourries? Oui, je pense que là, pour écrire, par exemple, ces 2 livres, il y a cette intensité intellectuelle et de rapidité, de faire des liens, il y a une intensité créative. Parce que, bien sûr, j'invente des choses. Mes livres, c'est des choses que j'invente, des idées que j'invente. Hein. Et il y a cette intensité émotionnelle, c'est-à-dire pendant que j'écris, comme c'est des thèmes qui sont aussi avec des humains, etc. Ben, il y a des moments où je suis envahie par l'émotion de ce que je veux dire et que je veux essayer de transmettre. Donc il y a cette émotion-là qui est là aussi. Il y a l'intensité dans les valeurs, c'est-à-dire que j'essaye de faire quelque chose qui soit propre, de faire un rendu, par exemple, mes maisons d'édition, hein, puisque ça va être mon 7e et mon 8e livre, toutes mes maisons d'édition me disent, quand on reçoit vos livres, ils sont impeccables, ils sont propres, fond, forme, tout a bien été fait, etc. Il n'est pas question que je rende un brouillon avec 10 pages en disant, ben, faites-vous, c'est un puzzle, rassemblez-le comme. Non, non, pour moi, j'ai un engagement vis-à-vis des maisons d'édition, donc il y a cette intensité qui est là aussi. Donc voilà, je suppose que j'en oublie d'autres, mais il y a vraiment, je pense, toutes les intensités qui sont là au même moment. L'intensité sensorielle, hein, je mange des petits chocolats parce que je suis très gourmande, donc de temps en temps je fais pause chocolat, ça me redonne du peps pour la suite, voilà. Merci pour ce partage. Hein. Donc, j'en profite pour redonner les dates du prochain congrès aux personnes qui nous écoutent. Le prochain congrès, le 8e, et qui sera d'ailleurs le dernier congrès Douance que je mets en place, aura lieu du 12 au 19 octobre 2023. Et il suffit de vous inscrire, c'est gratuit. Vous avez le lien sous ce podcast. Alors, j'entendais aussi, donc on parlait d'intensité, l'un, et puis je reviens également à, j'ai entendu le plaisir. Alors, on peut associer ça au sensoriel, ça, l'intensité sensorielle, le plaisir? Ok, voilà. Oui, c'est un vrai plaisir. Hein, et je vois, hier, j'étais chez des amis et en partant, ils me disent, ben, bon courage pour tes livres. Je dis, non, non, C'est ça. je me régale. Ah bon? Et comme eux, c'est pas leur truc, ils s'imaginent que c'est une grosse souffrance, quoi. Hein. Et pas du tout, c'est un plaisir absolu. Donc, non, non, pas bon courage, bon plaisir.
Ah Oui, bon, c'est ça. Et c'est pas dans notre tradition, hein. Je veux dire, les gens n'ont pas l'habitude de dire bon plaisir, effectivement, et ils projettent. Et tu le dis très bien, hein. Tu dis que pour toi, écrire, c'est un plaisir pour toi. Tu aimes écrire. Ah, il y a quelque chose de joyeux quand tu en parles, effectivement. Ah, j'imagine qu'au bout de, ça fera quoi, 8 livres, c'est ça, 8 ou 9 bientôt? 8 plus un roman en quête d'éditeur, donc 9. Waouh. En combien de temps? Depuis 2005, le premier. Ok. Là, en l'espace de 4 ans, là, il va y en avoir 4. Ça s'est accéléré, là. T'as accéléré le rythme, donc voilà. Moi, ça m'épate toujours parce que le premier a été douloureux, même si j'aime bien écrire, mais voilà. Hein, je me suis mise des enjeux perso pour le premier, en tout cas. Mais j'ai appris, donc et c'était intense également, donc voilà. Te demander en quoi pour toi être une femme est quelque chose de beau, une force, ou je sais pas comment tu as envie de le dire. Qu'est-ce que ça représente pour toi être une femme? Bien, je pense que c'est, je dirais que c'est quelque chose enfin, c'est précieux, c'est une espèce de force et comme c'est difficile à définir comme ça, je dirais que par exemple, par rapport aux hommes, euh, alors c'est vrai que c'est pas de bon ton aujourd'hui de différencier les hommes et les femmes, donc tant pis, je vais être réac. Et bien sûr qu'il y a des hommes qui ont des sensibilités féminines et des femmes qui ont des sensibilités masculines, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans ma génération, c'est peut-être un peu différent maintenant avec les jeunes générations. Dans ma génération, on est plus dans la communication, les femmes, hein, dans la communication, le partage, on s'embrasse entre nous, on va discuter de choses, même si c'est pas des hauts potentiels, on va discuter de choses personnelles. Moi, je vois, j'ai un groupe de femmes, on est 8, on s'appelle la Dream Team, on se voit tous les mois. Je suis la seule au potentiel et j'en parle jamais. Je sais même pas d'ailleurs si elles sont au courant. Elles savent que j'ai écrit ce livre, mais je sais même pas si elles savent pourquoi je l'ai écrit. Mais on va se partager des choses personnelles, etc. Un même groupe d'hommes et ils vont parler du match de foot, des impôts. Je parle des hommes de ma génération, des impôts, etc. Ils vont pas se déboutonner, ils vont pas oser, ils vont pas se prendre dans les bras, ils vont se serrer la main. Je pense qu'il y a chez les femmes, on a cette propension à vivre nos corps, Tout à fait. nos corps intensément, à englober l'autre dans notre corps, dans notre psyché, dans notre émotion, dans nos sens, etc. Enfin, voilà, il y a ce partage-là et cette possibilité de se dire des choses profondes et intimes de façon un peu inconditionnelle. Pour les hommes de ma génération, ils sont dans le devoir. Il faut avoir une position sociale, il faut être dur, il faut pas montrer ses émotions, il faut être carré, etc. Alors, ils sont peut-être très heureux comme ça, j'en sais rien, mais moi, je suis heureuse d'être une femme et de vivre ça de cette façon-là. Mm. Mm. Et en même temps, c'est en train de changer. En tout cas, moi, j'ai peut-être pas dans les hommes de nos générations, quoique c'est en train de changer. Moi, je m'en réjouis. Les jeunes hommes, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils ont vraiment beaucoup bougé par rapport à... Ouais, tout à fait. Euh, alors, merci pour ton apport et de nous partager effectivement ta vision de la femme. Et puis, avec toute cette sensibilité dont tu nous parles, et moi, ça me touche beaucoup parce que je suis beaucoup là-dedans. Et puis, il y a aussi toute cette réussite professionnelle, hein. On pourrait, vu de l'extérieur, en tout cas, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais on peut dire que Hélène, elle a réussi professionnellement, elle s'est reconvertie plusieurs fois, elle a un cabinet de coaching, etc. Et beaucoup de femmes sensibles, telles que tu nous l'as défini, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce que tu nous as partagé juste avant, beaucoup de femmes sensibles, en tout cas dans mon environnement, pensent qu'elles ne peuvent pas réussir professionnellement, ou en tout cas pas réussir sans homme, que c'est plus compliqué pour une femme. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que non, je pense qu'il faut savoir. Je vais te donner un tout petit éclairage sur ma vie privée parce que je pense par rapport à ta question que ça peut aider. Moi, je me suis retrouvée veuve avec 2 enfants à 35 ans. Oh. Du jour au lendemain, un accident d'avion. Et donc, j'avais pas d'homme pour m'aider.
et j'étais en profession libérale. Mhm. Ce qui veut dire nourrir 2 enfants en sachant que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, que ça peut... Et j'ai tenu bon et j'y suis arrivée. Et après, j'ai changé de métier, encore dans le libéral, etc. Donc, non, j'ai l'intime conviction que quand on veut, on peut, et même dans des circonstances tragiques, on peut y arriver, et que on a cette force en nous, et que si par hasard, on se rend compte qu'on n'est pas trop forte, et ben on va tirer les sonnettes. Et ça, peut-être, on peut mieux le faire que certains hommes qui sont peut-être plus fiers et qui osent pas. Oui. Comme ça que j'ai démarré ma psychanalyse, c'est que tout d'un coup, j'avais l'impression d'être au fond du fond et que il fallait que j'ai une main qui vienne m'aider pour me sortir de là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui a fait qu'après de nombreuses années de psychanalyse, j'ai pu moi-même être psychanalyste. Donc, non, je pense qu'on a... après, il faut quand même aussi, et les femmes le savent, et à mon avis, je veux dire, une la palissade, mais c'est important. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être indépendantes. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être courageuses et de réussir, etc. Et c'est OK. Et si c'est des femmes qui sont femmes au foyer et qui rendent heureuses, qui rendent heureux leur mari, leurs enfants et qui sont heureuses, pour moi, elles ont réussi. Hein. Tout à fait. Tout à fait, je te rejoins et merci de préciser ça. C'est aussi des sacrées nanas qui s'assument dans qui elles sont, en fait. Oui, c'est vraiment primordial de dire, voilà. Et je me souviens d'une histoire, je crois que c'était le PDG d'une immense boîte américaine à qui on disait quel est l'homme que vous admirez le plus au monde. Celui qui a réussi, et peut-être réussi aussi bien que vous, mieux, c'est difficile. Et cet homme-là répond, mais pour moi, c'est l'ouvrier de chez Ford qui travaille 8 heures par jour, qui rentre le soir chez lui, qui a une femme heureuse et ses 5 enfants qui resplendissent de joie. Et moi, je me dis, voilà, c'est parfait, ça. Sacrée nana, ça veut pas dire première sur la photo, passer à la télé, écrire des livres, être brillantissime. Ça veut dire avoir découvert ses forces, avoir découvert ces zones de fragilité, j'ai dit fragilité, pas faiblesse, découvrir la force du lien, la force du partage, et puis essayer d'être le plus heureuse possible pour rendre les autres le plus heureux possible. Moi, pour moi, c'est ça, et quel que soit le chemin. En étant pleinement soi-même, je pense. J'ai envie de compléter avec ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais et c'est là où je trouve que c'est tellement important. Moi, je parle aujourd'hui de multifacettes. Et c'est d'aligner, d'associer toutes nos facettes et peu importe quelles qu'elles soient, ces facettes. Oui. Merci Hélène. Et donc on te retrouve au Congrès d'Ouance sur la thématique des intensités des hauts potentiels intellectuels. On en a un petit peu parlé à travers ce bel échange qu'on vient d'avoir. Je rappelle le Congrès d'Ouance qui aura lieu, le 8e Congrès d'Ouance qui aura lieu du 12 au 19 octobre 2023. Il suffit de vous inscrire et c'est gratuit. On y retrouvera Hélène ainsi que 13 autres orateurs. Merci Hélène, à bientôt. Merci Nathalie, à bientôt.